Alors, le progrès technique, c'est une promesse, non? Celle d'une vie meilleure, plus longue, plus simple. Mais en même temps, il y a cette inquiétude, cette peur face à notre propre puissance. C'est vraiment cette tension entre l'espoir et la menace qu'on va explorer ensemble. Et pour bien saisir l'urgence du truc, regardez un peu cette chronologie. Ce qui saute aux yeux, c'est pas tant le progrès en soi, mais sa vitesse, son accélération exponentielle. Pensez-y, 500 000 ans pour passer du feu à l'arme à feu, et puis bam, à peine 600 ans, une miette de temps en comparaison, pour passer de cette arme à la puissance, disons-le, terrifiante du nucléaire. Ce rythme de fou rend les conséquences de tout ce qu'on invente beaucoup, beaucoup plus directes et profondes. Du coup, ça nous amène à la question centrale. Au fond, est-ce que tout ce progrès, toutes ces prouesses techniques nous apportent réellement un mieux-être durable? C'est vraiment ça, le débat qu'on va essayer de décortiquer. Allez, première partie, la promesse de Descartes. On va voir comment est née une nouvelle ambition pour la connaissance. Pour ça, on fait un petit saut dans le temps, retour au XVIIe siècle. C'est un moment clé, un vrai tournant dans l'optimisme technologique. Et au centre de tout ça, il y a un philosophe, René Descartes, qui va proposer une vision complètement nouvelle. On va utiliser la connaissance non plus juste pour contempler le monde, mais pour le transformer, pour le bien de l'humanité. Et là, ce que propose Descartes, c'est carrément une révolution. Il regarde la philosophie de son époque et il se dit « c'est beaucoup trop perché, trop abstrait ». Il la rejette. Et à la place, il promeut une philosophie qu'il appelle « pratique ». L'idée, c'est d'avoir une science qui vise des résultats concrets, du tangible, de l'utile, pour améliorer notre vie de tous les jours. Et pour que ça marche, Descartes va casser une vieille barrière. Une séparation qui existait depuis des siècles. D'un côté, il y avait ce qu'on appelait l'épistémé, la science pure, théorique, le pourquoi des choses. Ça, c'était considéré comme noble. Et de l'autre, la techné, le savoir-faire, la technique, le comment. Ça, c'était un peu vu de haut. Descartes, lui, il arrive et il dit « stop ». Tout ça, c'est les deux faces d'une même pièce. La théorie, le pourquoi, ça doit servir la pratique, le comment. Et tout ça, ça culmine dans cette phrase hyper célèbre de son discours de la méthode « et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ». Alors attention, quand il dit ça, il ne faut pas imaginer un projet de destruction, bien au contraire, c'est un projet super optimiste. L'idée, c'est d'utiliser notre raison, la science, pour piger les lois de la nature et ensuite les mettre à notre service. Et les buts derrière ce grand projet, ils sont vraiment clairs. C'est quoi? Eh bien, premièrement, procurer le bien général de tous. Deuxièmement, profiter des richesses de la terre sans s'épuiser à la tâche. Troisièmement, conserver la santé, qu'il voit vraiment comme le bien numéro 1. Et enfin, nous rendre plus sages, plus habiles. C'est une vision super belle, où le progrès technique et le progrès moral avancent main dans la main. Bon, on a vu l'optimisme incroyable de Descartes. Maintenant, deuxième partie, le péril selon Jonas. On va voir quand le remède devient un poison. Et pour ça, on fait un bond énorme dans le temps. On arrive au XXe siècle. Après des centaines d'années de progrès inspirés par cette vision, un autre philosophe, Hans Jonas, va poser un regard, disons, beaucoup plus sombre sur la situation. Il va complètement retourner la perspective. Et le constat de Jonas, il est brutal, sans appel. La promesse de la technique moderne s'est inversée en menace. C'est-à-dire que toute cette belle promesse de maîtrise et de bien-être de Descartes s'est retournée contre nous. Le succès était tellement énorme, tellement démesuré, que la technique elle-même est devenue une menace pour notre existence. Le cœur de son idée, c'est vraiment cette inversion totale. Pensez-y, pendant des milliers d'années, l'humanité s'est battue contre une nature qu'elle percevait comme dangereuse. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est la nature qui a besoin d'être protégée, de nous. C'est notre propre puissance qui est devenue le danger numéro 1. Et Jonas a une métaphore pour ça, une métaphore très forte. Il dit que la technique, c'était le remède à nos problèmes, à notre fragilité. Sauf que ce remède, on l'a pris sans aucune mesure, à des doses de cheval, et il est devenu un poison qui menace l'organisme tout entier, c'est-à-dire nous et la planète avec. Ok, troisième partie, une éthique pour l'avenir. On va parler du fameux principe de responsabilité. Alors face à ce constat qui est quand même super alarmant, Jonas ne se contente pas de critiquer. Non, il va proposer une solution. Il faut construire une nouvelle éthique, une morale adaptée à notre nouvelle toute-puissance technologique. Et c'est ça qu'il va appeler le principe de responsabilité. Alors, la question qui se pose, c'est on fait quoi maintenant? Jonas n'est pas naïf. Il sait très bien qu'on ne peut pas juste appuyer sur un bouton stop. On ne peut pas arrêter le progrès. On en dépend pour survivre. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce qu'on arrête, mais plutôt comment est-ce qu'on continue, mais de façon responsable. Et pour ça, Jonas formule un nouvel impératif moral, une nouvelle règle du jeu. La voici. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre.
Ce qui est énorme là-dedans, c'est que ça ne concerne plus seulement nos actions ici et maintenant. Non, ça nous oblige à penser à l'impact de tout ce qu'on fait sur le très long terme. Est-ce que nos actions permettront aux générations futures de vivre elles aussi une vie authentiquement humaine? Et ça, c'est une vraie rupture avec tout ce qu'on connaissait. L'éthique traditionnelle, en gros, c'était une éthique de la réciprocité. Je te respecte, tu me respectes, ça marche entre des gens qui vivent en même temps. L'éthique de Jonas, elle, est complètement différente. Elle nous dit qu'on est responsable envers des gens qui ne sont même pas encore nés, les générations futures. C'est une responsabilité à sens unique, on n'attend rien en retour. Ok, mais concrètement, comment on fait qu'on va cliquer ça alors qu'on est toujours dans l'incertitude? Eh bien, Jonas propose un outil. Il appelle ça l'heuristique de la peur. Alors attention au mot peur. Il ne s'agit pas du tout de paniquer de manière irrationnelle, pas du tout. C'est une méthode. L'idée, c'est d'imaginer le pire scénario possible. Non pas pour être paralysé par l'angoisse, mais au contraire pour que ça nous pousse à agir avec prudence, avec prévoyance. En fait, c'est la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de précaution. Voilà, on arrive à la conclusion, notre responsabilité. Il s'agit maintenant de redéfinir le progrès. Donc, pour résumer ce parcours, on est parti de l'optimisme quasi sans limite de Descartes pour arriver à un devoir beaucoup plus sobre, mais aussi beaucoup plus urgent, celui de repenser, de redéfinir ce que signifiait le mot progrès. Et on se retrouve face à un paradoxe complètement fou, le paradoxe central de notre temps. La technique, ce truc qui est au cœur de ce qui nous rend humains, notre capacité à changer le monde, eh bien c'est ça, aujourd'hui, qui menace de nous détruire. Autrement dit, notre plus grande force est devenue notre plus grande faiblesse. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question ouverte, et qui n'a pas de réponse facile, évidemment. Face à cette technologie qui va de plus en plus vite, comment on fait, concrètement, pour appliquer ce principe de responsabilité dans nos vies, dans nos choix collectifs? C'est sans doute le plus grand défi de notre génération, et de toutes celles qui suivront.